Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Et ça roule! Salut tout le monde! On est rendu à la 6e des infos de TCBH. 6e émission en 6 semaines. Cette semaine, un contenu riche qui vous attend. Vous êtes curieux d'en savoir plus? C'est parti pour vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on rencontre Maurice Vanet pour les élections municipales, Seb Rioux pour une conférence de réalité virtuelle, Julie Lamère pour faire un retour sur Vent gourmand et Espace Virevent 2e édition, et Daniel Beneteau, le président de l'Association du cancer de l'Est du Québec. On commence avec les élections municipales. Maurice Vanet qui se présente comme candidat indépendant, comme conseiller, Quartier Nord, siège numéro 1, nous a approchés pour pouvoir parler de sa candidature aux élections municipales. Bon visionnement! Je suis candidat indépendant pour le Quartier Nord, siège numéro 1. Ça a été une réflexion pas ardue, mais de longue durée. Au début, j'hésitais beaucoup à me présenter, mais face à la situation où on a 2 nouvelles équipes qui n'ont aucune expérience, mais qui vont l'acquérir, mais qui dans le moment n'ont pas d'expérience dans la vie municipale, puis le fait que tout l'ancien conseil démissionnait, je me suis dit que ça valait la peine de réfléchir sur mon implication future. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, chaque fois que je rencontrais des gens, c'était un enjeu que les gens soulevaient. L'espèce d'expertise, l'espèce d'expérience du travail municipal qui se perdait avec 2 nouvelles équipes. Donc, il y a des dossiers à transmettre, il y a une transition à faire. Et c'est ça qui m'emmène à m'engager pour un autre mandat, pour un autre 4 ans, pour dire, bon, bien, il y a une job à faire. Puis je pense que je suis capable de la faire. J'ai une bonne expérience, j'ai fait 3 mandats comme conseiller. Donc, ça m'intéresse et puis il y a une espèce d'effervescence aussi en ville qui fait que c'est plaisant de penser à se plonger pour le développement de notre communauté pour les prochaines 4 années. Donc, voilà. La gestion d'une ville comme 3 pistoles peut paraître simple, mais qu'en est-il vraiment? Il y a des prérequis qu'il faut connaître des dossiers, d'où c'est que ça vient, où sont les obstacles, comment ça se fait que ça traîne, comment ça se fait que des dossiers vont plus vite que d'autres. Et donc, il y a un cadre décisionnel, il y a un cadre légal à suivre. Il y a des promoteurs qui ont envie de faire des choses, puis qui, au moment de passer à l'action, décident d'avoir d'autres choix de développement. Donc, il faut être à l'écoute du milieu. Il faut savoir quels sont les enjeux autour des dossiers. C'est pas toujours évident. Donc, c'est ça. Il y a cet apprentissage d'où viennent les dossiers, puis comment les mener à bon port. Ça s'apprend. Pouvez-vous nous parler d'un dossier particulièrement chaud sur lequel vous avez travaillé au cours de vos derniers mandats? Le dossier le plus intéressant et le plus chaud, ça a été le traversier.
Je me suis impliqué non seulement en tant que citoyen, en tant que conseiller, mais aussi dans le comité de survie de l'héritage. C'était toute une job de battre le tambour auprès des autorités politiques, de faire comprendre aux partis au pouvoir que la population tenait à ce lien-là, qu'il y avait des raisons pour lesquelles la population tient à ce lien maritime entre les deux rives. C'est le plus vieux lien transfluvial au Québec. Donc, il y a une espèce d'intérêt patrimonial, mais au-delà de ça, il y a... Écoute, la preuve a été faite, alors que les autres traversiers ne traversaient pas, nous, on traversait. Donc, il fallait faire comprendre aux décideurs politiques qu'il y avait un enjeu majeur, économique, social, culturel pour la ville de Trois-Pistoles et pour les Escoumins. Donc, mettre tous ces gens-là au même diapason, c'est tout un travail. C'est un travail de comprendre les obstacles et puis de trouver des façons de les surmonter. Si vous êtes réélu, comment appréhendez-vous de travailler avec une nouvelle équipe? Essentiellement, dans ma vie, j'ai toujours été un travailleur d'équipe. C'est peut-être drôle parce que je me présente comme indépendant. Mais en fait, l'indépendance que tu peux acquérir te donne une certaine marge de manœuvre pour évaluer des situations, pour évaluer des enjeux. Donc, personnellement, je pense que les gens qui se présentent, s'ils se présentent, c'est parce qu'ils ont envie de faire des choses, ils ont envie d'effectuer des changements, ils ont envie de faire évoluer la ville. Donc, moi, je suis prêt à travailler avec les gens qui ont cette envie-là de faire avancer notre ville. Et je suis prêt à me disponibiliser à 100% pour ça. Quels sont les enjeux qui vous interpellent? Les deux équipes et moi, on a à peu près les mêmes visions sur les problématiques et les enjeux auxquels notre ville fait face. Un enjeu qui a été soulevé par justement des citoyens de Trois-Pistoles, c'est la crise du logement. Mais la crise du logement, ça dépasse les frontières de la ville. C'est un problème national. Donc, il va falloir là-dedans à la fois battre le tambour auprès des gens, auprès des promoteurs. Les promoteurs ont des niches, ont des propositions à faire, développent leurs projets selon leur volonté, leur désir. Et il reste qu'il y a des poches, il y a des gens qui ont besoin de logements, qui ne sont pas interpellés par ces nouveaux projets-là. Donc, il faut prendre en considération les besoins des gens, parler aux promoteurs pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire face à ces besoins-là, trouver d'autres promoteurs, trouver des solutions. À Trois-Pistoles, on a quand même des logements sociaux qui sont le fun, mais il y a, par exemple, un bel enjeu, c'est le Vieux Couvent, qui est une bâtisse patrimoniale vide actuellement ou qui pourrait faire l'objet de logements mixtes, variés. Quel type de logement on a besoin? Moi, la première chose que j'aimerais faire dans tous les dossiers, c'est de faire un état des lieux. C'est quoi qui existe actuellement? C'est quoi la problématique qu'on rencontre? Dans les logements actuels, c'est quoi les besoins de la population? On a-tu besoin des unités familiales de 4,5, 5,5, 3,5, 1,5? Il y a toute la problématique des jeunes familles qui veulent s'installer. Il y a la problématique des aînés qui aussi, si on veut les garder chez eux pour pas qu'ils aillent dans les CHSLD, il va falloir leur trouver des solutions de logement. Donc, faisons le tour, l'état des lieux, puis ça ne prend pas 18 mois pour faire ça. Je pense que dans un mandat de 4 ans, dans une première année, faisons attention, développons une vision à partir de la réalité des états des lieux, que ce soit au niveau culturel, au niveau des loisirs, au niveau des besoins des familles. Faisons un état des lieux, une espèce de lac à l'épaule aussi des futurs conseillers pour bien voir à partir de cet état des lieux-là, c'est quoi les priorités, rencontrer les cadres de la ville, les obstacles que vous rencontrez, où est-ce que vous voulez aller. Donc, c'est tout un travail. Je pense qu'il faut prioriser le travail du nouveau conseil, de dire, OK, on a 4 ans, il y a le court terme, les problèmes d'égout, les problèmes de trous dans les rues. Bon, oui, on ne peut pas s'empêcher de régler ces problèmes-là, mais prenons le temps
de bien évaluer la situation, de bien évaluer nos capacités financières aussi. Il faut rêver, mais il faut rêver les deux pieds sur terre. Parce que sinon, moi, ce que j'aime dans la notion de développement durable, et c'est une des choses que je propose, c'est que ce n'est pas seulement durable au niveau de l'environnement, c'est au niveau de la pérennité des actions posées par un conseil de ville. Quand tu prends une décision, est-ce que c'est une décision qui est sur un enjeu local, instantané, ou c'est un enjeu que tu vas pouvoir, auquel tu vas pouvoir faire face sur le long terme? Donc, il faut léguer à la population, il faut léguer aux générations futures, il faut léguer au futur conseil municipal un développement qui est solide, qui est viable financièrement, mais qui ne nous empêche pas de rêver non plus. Si on ne rêve pas, on ne va nulle part. Donc, c'est un peu ça ma position. Faisons l'état des lieux, rencontrons le monde, écoutons, pas seulement entendre. Il faut écouter et puis émettre aussi des plans d'action. Donc, le plan d'action, c'est une stratégie, c'est une vision à long terme, à moyen terme, court terme, prioriser les dossiers. C'est ce que je pense qu'il faut qu'on fasse. Pourquoi devrait-on voter pour vous? Je pense que j'ai surtout la volonté de développer notre ville. J'ai aussi le goût de m'investir là-dedans. Je suis semi-retraité, presque 3/4 retraité, donc j'ai du temps à mettre, j'ai de l'énergie. Et puis, je pense que c'est important d'assurer une transition efficace entre l'ancien conseil et le nouveau conseil. Je suis aussi capable d'être un médiateur entre différentes positions, d'emmener un consensus et transmettre les dossiers. Donc, si vous pensez que c'est important pour le futur de la ville de Trois-Pistoles, bien, pensez à voter pour moi. Récemment, Seb Rioux, réalisateur de vidéos bien connu dans la région des Basques, présentait une conférence sur la réalité virtuelle pour la démystifier. Eh bien, j'ai été le rencontrer pour qu'il nous en parle un peu plus. Vendredi dernier, le 15 octobre, à la bibliothèque Anne-Marie d'Amour de Trois-Pistoles, Seb Rioux, créateur de vidéos bien connu dans la région des Basques, en partenariat avec le réseau Biblio, offrait une conférence ici même pour nous parler de réalité virtuelle. Pour faire une petite mise en contexte, les bibliothèques d'un peu partout au Québec offrent de visionner des films en réalité virtuelle avec un casque de réalité virtuelle Oculus. Bien, le Bas-Saint-Laurent est très impliqué là-dedans aussi avec le réseau Biblio. Et ils étaient à la recherche de contenu local, et c'est quand même très rare. Il y a Mathieu Barrette ici à Trois-Pistoles aussi qui a déjà produit des productions, des films en réalité virtuelle. Donc, j'ai été approché par le réseau Biblio pour les 3 productions, les 3 réalisations, les 3 films que j'ai faits. Et ça s'est retrouvé justement dans les casques de réalité virtuelle un peu partout dans le Bas-Saint-Laurent. Et suite à ça, bien, on a eu une invitation, autant le directeur du réseau Biblio et moi-même, à faire une présentation sur ce qui est en général la réalité virtuelle et spécifiquement les 3 films que j'ai faits. Donc, c'est ce qu'on a fait vendredi passé, une belle présentation de M. Côté qui expliquait comment il a été séduit par la réalité virtuelle, qui lui a amené la première fois, comment il a vécu ça, son expérience, puis à quel point ça l'a séduit. Il a dit « il faut amener ça dans les bibliothèques de notre réseau ». Et après ça, j'ai enchaîné, j'ai fait la présentation, j'ai parlé un petit peu du tournage, entre autres, parce que c'est spécifique à la réalité virtuelle. Lorsqu'on fait un tournage, comparé à faire un tournage de caméra, comme présentement, tu es derrière la caméra, bien, c'est pas possible avec en réalité virtuelle, avec une caméra de réalité virtuelle, parce qu'il faut comprendre qu'on filme en 360 degrés, donc tout est filmé, le dessus, le dessous, tout. Donc, il faut se cacher. Et il faut aller, exemple, dans le film sur l'église Notre-Dame-des-Neiges qui a été produit par le Centre de service du fleuve et des lacs. On s'est caché
derrière des buissons, lorsqu'on était à l'extérieur de l'église pour faire la shot de l'église. Donc, il y a toujours une planification supplémentaire en réalité virtuelle lors du tournage pour s'assurer que ce qui ne doit pas être vu n'est pas vu. Je me souviens, même Mathieu Barrette m'avait parlé, lui, à quel point il avait été obligé de se cacher loin parce que lui, il utilisait aussi un drone en réalité virtuelle. Donc, des airs, tu vois beaucoup et partout. Donc, eux étaient cachés dans le bois. Donc, il y a toujours cette dynamique-là de devoir se cacher qui est tout le temps un peu drôle. Puis un casse-tête, mais qui est un challenge ajouté, là. Donc, c'est ça. Mais d'abord, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Bien, comme je disais, c'est une prise d'image en 360 degrés. Donc, c'est exactement comme si quelqu'un se tenait à quelque part et faisait un balayage de 360 degrés avec ses yeux et que c'était reproduit de façon numérique. Donc, en enfilant le casque de réalité virtuelle, on est capable de voir exactement comme si on se retrouvait sur place. Si je peux donner un exemple que peut-être les gens vont pouvoir reconnaître, c'est le fameux Google Street View. Donc, lorsqu'on va sur Google Maps et on va zoomer assez gros, on va devenir dans une photo en 360 degrés. Donc, c'est exactement le même principe, mais ça, on le visionne sur un écran normal, en 2 dimensions, sur un ordinateur, sur une télévision. On sert de notre souris pour naviguer, faire le tour de 360 degrés. Bien, avec le casque, on a juste à se tourner et on voit ce que la caméra voyait au moment du tournage. Donc, puis si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'il y a une distinction à faire. Il y a aussi la réalité augmentée. Tu mets un casque comme ça aussi, mais il y a des caméras qui vont capter la scène en direct d'où on est présentement et rajouter des choses par-dessus. Donc, c'est ce qui est augmenté. Le plus commun que les gens ont entendu parler, c'est le fameux Pokémon Go. Les gens, avec leur cellulaire, ils se promenaient, puis là, on pouvait se promener dans le parc de l'église de Trois-Pistoles, voir les choses, voir l'église, mais oups, il y a un Pokémon qui apparaissait, il fallait l'attraper. Donc ça, c'est un exemple de réalité augmentée. Maintenant, c'est même utilisé en médecine. Les médecins en opération peuvent avoir de l'information dans leurs lunettes. Les applications sont de plus en plus larges, tandis que la réalité, je reviens à la réalité virtuelle, bien, tout est virtuel. Ça peut même être de l'animation complète. On peut être dans un monde totalement imaginaire qui a été créé par ordinateur et quand on met le casque, bien, on est submergé. Réalité et virtuelle. Je ne sais pas si pour vous, ce sont 2 mots qui ne vont pas nécessairement ensemble, mais j'ai demandé à Seb de nous expliquer un peu comment ça se réalise une vidéo de réalité virtuelle. Il y a plusieurs types de caméras. Il y a des caméras qui valent des 50 000 et des 100 000 en réalité virtuelle. Là. La mienne, c'est de moyenne gamme, je dirais moyenne gamme professionnelle quand même, qui est tout simplement une GoPro, avec la GoPro Fusion, et c'est 2 lentilles. Donc, je peux la monter plus haut si je veux, je peux la positionner à des endroits qui vont me permettre de prendre de la vidéo, parfois même pratiquement des airs. On a une scène justement dans le film de l'île aux Basques où on surplombe le bateau lorsqu'on se rend jusqu'à l'île aux Basques. Bien, c'est tenu au-dessus d'une perche. Et on peut, en post-prod, en post-production, une fois que le tournage est fait, je pourrais retirer le trépied, je pourrais retirer mon corps. Mais moi, j'ai décidé, du moins dans 2 des productions sur 3, d'être dans la scène, tout simplement. Je suis derrière. Ça montrait un peu les gens, c'est un peu plus du direct. Donc, ça permettait aussi aux gens de réaliser comment c'était tourné. Donc, mais la scène, si on ne se tourne pas de dos, on ne me voit pas. Il faut vraiment se tourner pour me voir. C'est organisé pour que les gens voient la scène avant de me voir la face. Il faut être concis un peu en réalité virtuelle. Je ne peux pas faire un film de 2h30 sur l'île aux Basques. Bien, c'est possible de le faire, mais c'est beaucoup plus technique. Donc, j'ai voulu faire un résumé de ce qu'on pouvait vivre sur l'île aux Basques en environ 2 minutes. Et bien, on a autant le voyage sur le bateau, le Léon Provencher, qui fait la navette entre l'île aux Basques et Trois-Pistoles, avec le gardien de l'île du temps, Jean-Pierre Rioux. Donc, on sent vraiment... on porte les lunettes, puis on dirait qu'on a un peu de mal de mer, là. Ça brasse et on est dans le bateau. Ensuite, bien, on arrive sur l'île aux Basques, on est autour des fours,
qui était pour cuire les baleines et tout. Nous, on a suivi un groupe de touristes qui étaient là pour la journée. Donc, c'est un peu, je fais vivre à quelqu'un ce que un touriste pourrait vivre justement cette journée-là, en se promenant un peu partout sur l'île. J'ai fait un clin d'œil aussi encore à Mathieu Barrette parce que dans son film, il y a des structures de métal et il y en a une sur l'île aux Basques de ces structures-là. Et bien, j'ai fait une scène dans sa structure de métal. Donc, on se retrouve, c'est un petit clin d'œil à la réalité virtuelle de Mathieu. Voilà, ça nous permet de voir un peu l'île aux Basques comme si on y était pour vrai. Le Port Pic, ça, c'est la première de toutes. Puis, selon moi, c'est la plus immersive parce que même, il y a une scène où il y a une découverte en direct. Ils ont découvert un tesson, ils sont pas sûrs. Là, les gens disent hey, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? J'ai placé la caméra au cœur des gens qui sont comme regroupés en cercle ou en demi-cercle. Donc, on sent vraiment qu'on vient de découvrir avec eux le morceau qu'ils viennent de découvrir. Il y a des scènes, il y a une scène entre autres avec aussi Billy Rioux, qui est quelqu'un un peu connu dans le coin, là, qui fait des reproductions de scènes antique, je dirais de même. Il était là, il suivait ce cours-là et il est en train de balayer ces morceaux qu'il est en train de trouver. Donc, on est vraiment au cœur, puis je fais une présentation aussi de ces différents des autres parce que ça a été tourné dans le cadre du blog des Basques. Donc, c'était pas une commande, j'ai décidé de l'offrir puis le mettre comme ça pour rendre accessible un peu à tout le monde. On peut visionner un film comme ça sur les réseaux sociaux. Ils ont été placés sur Facebook. Mis à part celui de l'Église, les deux autres sont soit sur ma chaîne YouTube, celui du Port Pic, des fouilles archéologiques du Port Pic, se retrouve sur la page de Tourisme Les Basques, par exemple. Donc, c'est juste pour dire que ces médias-là sont accessibles en ligne, juste pour dire, le casque Oculus que l'on porte, ça a été acheté par Facebook. Oculus a été acheté par Facebook, je dirais, il y a maximum 10 ans. Et ça a donné un gros boost, ça, à la réalité virtuelle, parce que la réalité virtuelle a été inventée dans les années 70 avec des vocations principalement militaires. Mais on commence à peine à l'utiliser, puis c'est encore sous-utilisé. La technologie n'est pas encore tout à fait au point. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir mal au cœur, par exemple, en mettant ça, donc il faut faire attention. Même moi, ça peut m'arriver. Ça ne m'empêche pas de l'utiliser puis de trouver que c'est une super belle technologie, mais je pense qu'il faut faire attention, le temps d'écran et tout ça, là, pas mettre ça aussi trop jeune à des enfants. Il y a quand même... Il faut faire attention à cette technologie-là parce que c'est encore en évolution, mais je veux dire, il existe des films tellement merveilleux. On peut se promener à l'intérieur d'un corps humain puis découvrir. Ça peut être très éducatif aussi. C'est une branche que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai travaillé aussi avec la commission scolaire pour le film sur l'Église, parce que les jeunes utilisent maintenant ce film-là dans leurs cours. Donc, ils apprennent autant sur le type d'architecture à cause de l'Église, sur les religions en général. Donc, ils se servent de cette vidéo-là, de ce film-là, pour faire de l'éducation. Donc, ça vient me chercher encore plus. C'est super immersif. Puis les jeunes, quand ils l'ont sur la tête, ils sont un peu émerveillés de voir ça. Puis après ça, ils se posent des questions entre eux. As-tu vu ça? C'est un super bel outil. Puis la technologie, les casques diminuent de grosseur, ça devient de plus en plus accessible. Donc, dans les années à venir, c'est définitivement surveillé. Il y a la possibilité dans les tournages de réalité virtuelle d'avoir le son ambiophonique, qu'on appelle, c'est-à-dire que si je me tourne la tête et que le son était à ma droite, bien, il va devenir à l'arrière de ma tête. Donc, le son reste physiquement où il était enregistré. Je n'ai pas fait ça pour mes films. Ça viendra peut-être un jour. Mais voilà, c'est une autre... On rentre dans une autre sphère du son lorsqu'on fait de la réalité virtuelle. Et ça prend tout autant une équipe pour le son qu'une équipe pour la vidéo lorsqu'on rentre dans une méga production de réalité virtuelle. Donc, le son ambiophonique, ben voilà, c'est à développer. Ça marche super bien. Il y a des micros impressionnants qui font ça. De plus en plus, ils essaient de rajouter des choses. Donc, le petit chose qu'on place en dessous du nez qui nous fait sentir. Donc, si on se promène dans le bois, ben, on va avoir des odeurs de bois et d'épinettes et tout ça, là. Ça amène à quel point le cerveau humain se laisse berner facilement parce que les lunettes, juste la vue joue des tours à notre cerveau, là, va nous donner le vertige, même si on sait totalement que nos pieds sont bien ancrés dans le sol, si on est en train de marcher. Et c'est l'exemple que M. Côté du réseau Biblio donnait. La première fois, ce qu'on lui a fait vivre, lui, c'était
une planche à traverser en haut d'un précipice. Donc, il a fait, c'est pas grave, je vais le faire. Mais dès qu'il a mis les lunettes de réalité virtuelle, il a eu beaucoup de difficultés à le faire parce qu'il avait l'impression vraiment que s'il faisait un pied à côté, qu'il allait tomber dans le vide. Mais il savait qu'il n'allait pas tomber dans le vide, mais son cerveau lui jouait des tours. Donc, si on rajoute le côté de l'odorat, on peut aussi rajouter, il y a du vent qui peut être produit avec des ventilateurs sur notre peau. Donc, on peut vraiment recréer une ambiance, un environnement qui va faire croire à notre cerveau qu'on y est vraiment. Présentement, je travaille sur un autre documentaire en 2D, donc ça prend beaucoup de mon temps, mais j'ai 2 idées de production, dont une qui prendrait vraiment beaucoup de temps, puis je ne vois pas à quel point c'est faisable, puis je rentrerai pas, je te donnerai pas de scoop justement, mais oui, c'est une technologie qui m'intéresse beaucoup, puis moi c'est l'image qui m'intéresse, hein, que ce soit autant par drone, que ce soit terrestre, que ce soit en réalité virtuelle. D'essayer de faire voir aux gens ce que moi je peux voir, l'idée que je peux avoir en voyant quelque chose, donner un angle différent que les gens n'ont jamais vu. Ça peut être quelque chose qu'on voit à tous les jours, un objet visuel qu'on peut voir à tous les jours, mais j'aime ça le défi de le montrer d'un angle différent puis de le faire voir comme on ne l'a jamais vu. Donc, je serai toujours... il y aura toujours des surprises à venir. Donc, si ça vous intrigue de voir à quoi ça ressemble une vidéo en réalité virtuelle, je vous mets les liens en description sous la vidéo sur YouTube. Donc, allez voir ça et bien entendu, allez voir et encourager le travail de Seb Rioux. Cet été, c'était la 2e édition du Vent gourmand et des espaces vivants. Et pour m'en parler, j'ai été rencontrer Julie Lamère. Vent gourmand et espaces vivants. Est-ce que ces mots vous parlent? Eh bien, c'est une activité extérieure qui a eu lieu à Trois-Pistoles pour la 2e année cette année. Et pour m'en parler, j'ai rencontré Julie Lamère, qui est conseillère à la communication et à la promotion touristique à la MRC et au CLD des Basques. La 2e édition de Vent gourmand et espaces vivants a lieu cet été. Avec l'engouement de la première année, je pense que la population, nous, on a créé, nous étant le comité organisateur, on a créé cet événement-là pour donner du bonheur et faire de l'animation à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges. On était en pandémie, on était confinés. Et cet événement-là, on s'est dit, il faut faire des activités dans les règles sanitaires, mais il faut quand même faire sortir les gens, faire changer les idées aux gens. Donc, Vent gourmand est né de ça. Et cette année, et c'était la deuxième édition, on l'a renouvelé l'édition parce que ça a été un grand succès en 2020. Donc, cette année, on est arrivé, on a des beaux partenaires. On a Mélanie Perrin qui nous a fait du Zumba, puis du strong Zumba, en tout cas, sur le bord du fleuve. Guylain Landry, avec son cardio-exercice, qui nous a fait aller la patate à toutes les semaines. Ça, c'était vraiment du régulier dans les activités de semaine. Je recule un petit peu, tout ça a commencé à la fin juin et c'est terminé la fête du travail. Donc, on avait une belle programmation là, tout ce temps-là pour l'été. Les incontournables pique-niques musicaux avec la corporation touristique, religieuse et touristique de Trois-Pistoles. Donc, on avait des pique-niques musicaux. La corporation en a fait quelques-uns. Vent gourmand en a fait quelques-uns. Donc, on a été capable d'avoir 11 semaines, donc 11 pique-niques musicaux avec des artistes locaux et de pas trop loin. Donc, ça a permis aux gens aussi de connaître nos artistes locaux, connaître ce que les gens ont dans le ventre dans les Basques. Donc, ça a été vraiment très, très apprécié. Dan Nature a été avec nous presque tout l'été parce qu'on a eu très peu d'animation. Beaucoup de monde se sont déplacés, très respectueux les gens. Donc, chapeau à notre beau public. Et on a aussi les vents de parole, les vents de parole avec les compagnons du patrimoine vivant des Trois-Pistoles, donc le Festival des Grandes Gueules. On a une belle collaboration avec eux autres, on avait 8 vents de parole. Cette année, quand il faisait pas beau, on pouvait faire les vents de parole à la Forge à Bérubé. Habituellement, c'est au parc de l'Église.
Mais cette année, on avait quelques lousses supplémentaires qu'on n'avait pas en 2020. Donc, on a fait quelques ventes-paroles aussi à la Forge à Bérubé. En plus de toutes les activités qu'on a faites spontanées, il y a eu du cerf-volant acrobatique, frisbee golf au niveau du parc de la Grève-Morancy, qui est un lieu, je vous dirais le parc de la Grève-Morancy exceptionnel pour les activités estivales, le seul lieu, le seul accès public au fleuve. On a fait aussi un show, un gros spectacle avec un groupe local, les Matamors et Fleurs, qui est un jeune groupe aussi du coin. Avec les fameux hot dogs de la boucherie Centre-Ville. Il y a eu beaucoup de monde, c'était gratuit, les gens pouvaient amener leur consommation, donc c'était vraiment le fun. Ce qui est intéressant dans l'ensemble des activités qu'on a faites cet été, c'est que c'est gratuit, accessible, pas compliqué. Et tout l'aspect espace Virevent, souvent les gens nous disent vent gourmand. OK, le vent gourmand, espace Virevent, c'est quoi? Les espaces Virevent, là, c'est qu'on comprend qu'avec la pandémie, il y a des restaurants qui avaient moins de place à l'intérieur. Fait qu'on voulait que les gens consomment quand même dans les restaurants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des tables de pique-nique, on a amélioré l'espace extérieur pour s'asseoir et pour manger. Donc, c'est ça, les espaces Virevent, de dire on a un bel endroit pour manger le lunch qu'on a acheté dans un restaurant local. En même temps, on regarde la vue exceptionnelle qu'on a chez nous. Puis on assiste aux activités. Vent gourmand, espace Virevent, c'est ça. C'est du gros bonheur, de la bouffe, de la culture et du sport. Parce qu'à un moment donné, il faut bouger un peu. À force de manger, il faut bouger un peu. Puis les partenaires, en fait, on a la MRC des Basques avec le FSPS, donc le Fonds de soutien au projet structurant de la MRC. On a la Ville de Trois-Pistoles et la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, la SADC des Basques, le CLD des Basques. On a la Chambre de commerce Trois-Pistoles-Notre-Dame-des-Neiges et la Caisse des Basques qui ont été des partenaires exceptionnels encore cette année, qui nous ont permis de faire tout ça gratuitement. Donc, voilà. Une deuxième année qui aura eu une participation super intéressante pour les membres du comité. Mais j'ai quand même demandé à Mme la maire, pour l'année prochaine, à quoi s'attendre. L'an prochain, écoute, on est encore en réflexion. Cet événement-là a été créé en temps de pandémie. Donc, on n'a pas de ressources. C'est nous là, qui sommes les ressources, Philippe Veilleux de la SADC et moi. On est en réflexion, on ne sait pas. Donc, on verra avec les résultats. On a déjà les résultats, on sait que c'est un succès, mais on n'a pas encore là, tablé sur qu'est-ce qu'on allait faire l'année prochaine. C'est sûr que l'année prochaine, on espère que la vie va reprendre son cours, que les festivals vont reprendre. On s'entend qu'il y a beaucoup de festivals habituellement dans la MRC des Basques et depuis 2 ans, il n'y en a plus. Donc, on espère que l'année prochaine, on va voir la Grande Virée de Saint-Jean-de-Dieu revenir, le Festival du Bœuf de Saint-Clément de revenir, les Riverains à Saint-Mathieu revenir et toutes les autres initiatives qui étaient là revenir. Est-ce qu'on va être légitime de revenir, nous? On verra à ce moment-là. Parce que l'objectif, c'est pas de trop en faire, mais de bien le faire, puis tous ensemble. Donc, Vent gourmand et Espace Virevent, ce sera à suivre l'an prochain. On est rendu à la moitié de notre émission. On prend une pause publicitaire et au retour, je vous présente une entrevue que j'ai pu réaliser avec Daniel Beneteau, qui est président de l'Association du cancer de l'Est du Québec, pour qu'il me parle d'une inauguration qui a eu lieu récemment et également pour me parler des services qu'offre l'association. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Bon, on prend quoi? Le gin écrit en lait doré, ça fait full chic? Ou la bouteille est belle, on dirait un parfum cher? Un parfum cher.
Ne vous fiez plus juste à la bouteille grâce aux offres personnalisées. Chaque semaine dans votre appli SAQ. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots santé mentale? Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? Les filles, je vous adore. Hein? Vous êtes vraiment là, toute ma vie. Mais là, je dois vous avouer que ce qui est important pour moi, là, présentement, c'est le développement résidentiel. Ben oui, mais Simon, je comprends, mais il y a aussi les pompiers, le traitement des eaux, la piste cyclable, le déneigement, la bibliothèque, le jardin communautaire. Et les permis de construction. Parce que les services municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre, les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps. Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi, pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Bonjour, je vois que vous hésitez entre le clos, il y a un reste pas gros à la tablette, c'est bon signe, et le domaine. J'ai espionné le conseiller pendant qu'il parlait à madame à côté. Les deux me tentent. Simplifiez-vous la vie grâce aux offres personnalisées. Chaque semaine dans votre appli SAQ. Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité, par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail. Je t'aime, Vincent. Je pense toujours à toi, puis sincèrement, je pense qu'on a plein de points en commun. Mais il y a des choses tellement plus importantes que toi présentement dans ma vie, comme la voirie. OK, mais il y a aussi les espaces verts. Le recyclage.
Le terrain de pétanque, Le nettoyage des rues, les taxes municipales de parc à chiens, puis le transport en commun. Parce que les services municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. Je me trouve aujourd'hui à l'hôtellerie Homer Brazo de Rimouski. Vous voyez la statue derrière moi? Eh bien, elle a été installée là dernièrement pour souligner les 40 ans de carrière du docteur Georges Lévesque. Et pour m'en parler, j'ai été rencontrer Daniel Beneteau, qui est président de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Un de nos membres fondateurs, l'oncologue Georges Lévesque, qui a œuvré toute sa vie à développer la cancérologie à Rimouski, le centre de cancer, et les services pour les personnes atteintes de cancer, ainsi que leurs proches. Bien, on voulait souligner ces 40 années-là de travail, de construction. Alors, cette sculpture-là était pour lui rendre hommage, puis reconnaître ces 40 années de son œuvre, puis l'impact incroyable qu'il a eu dans tout l'Est du Québec. Aussi, ça nous donnait l'occasion d'élaborer un peu sur son œuvre, parce qu'il y a des aspects que la population ne connaît moins. Lui est l'instigateur du Centre de recherche en biotechnologie marine à Rimouski. C'est un centre, c'est un joyau qu'on a ici, qui a une notoriété internationale maintenant. Et la contribution du centre à des entreprises de la région pour les aider à grandir, se développer, c'est incroyable. Alors ça, c'est un exemple. Puis, lors de notre naissance, il y a 40 ans, c'est le docteur Lévesque, avec des personnes qui étaient atteintes de cancer, qui ont décidé de former l'association. Parce qu'il y avait un risque que les services qu'on avait à l'époque soient centralisés à Montréal ou Québec. Alors, la chimiothérapie, incidemment, était très à risque d'être centralisée. Alors, l'association a été formée par des citoyens, des personnes d'ici, pour s'assurer qu'on allait préserver ces services-là, puis que ces services-là pourraient se développer. Puis, quelques années plus tard, bien, on n'avait pas de radiothérapie ici. Alors, les gens qui avaient besoin de ces soins-là devaient aller à Québec-Montréal, puis ce qui arrivait souvent, ils ne se faisaient pas traiter, ou bien non, ils se faisaient faire une chirurgie très invasive. Alors, ça a été une autre bataille vis-à-vis du gouvernement. Je dis bataille parce que c'est jamais facile. Et finalement, le gouvernement a accepté, sous condition qu'on ait une hôtellerie pour héberger les gens, parce qu'avec la radiothérapie, les traitements s'étendent sur souvent plusieurs semaines, même mois. Alors, on avait besoin d'un hébergement qui était à coût très abordable. Alors, à ce moment-là, on a démarré la plus grosse campagne de l'histoire de l'Est du Québec. Ça s'appelait Bâtir l'espérance. Alors, c'est une campagne de 4 millions qui était nécessaire pour la construction de l'hôtellerie. Alors, c'est ça, M. Brazo, Georges, puis notre premier directeur général de l'époque, M. Nelson Charette, là, ils ont parcouru tout le territoire pour bâtir des partenariats. On a eu une réponse extraordinaire et ça nous a permis de construire l'hôtellerie, la plus grosse au Québec, avec 70 lits. Puis heureusement qu'on a construit une grosse hôtellerie parce que souvent, on manque de lits. On doit localiser des personnes qui viennent pour des traitements ou des diagnostics ou autres. On doit les localiser dans un hôtel partenaire, ici en région. Alors, toute cette histoire-là, tout ce développement-là, le docteur Lévesque était au front. Puis, on voulait vraiment reconnaître sa carrière. Incidemment, il est toujours président du Centre de recherche en biotechnologie marine. Alors, au fond, ce n'est pas une fin qu'on voulait souligner, c'est tout simplement ses réalisations jusqu'à présent, puis on le sait qu'il va être encore avec nous le plus longtemps possible, on espère. Outre ces 40 ans de travail, j'ai demandé à M. Beneteau de me parler de chacun des aspects du travail de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Et croyez-moi, il en avait à dire. Nous, notre mission, là, c'est de répondre aux besoins des personnes qui ont le cancer et leurs proches. Puis notre souci au fil de notre existence, ça a toujours été de répondre le mieux possible aux besoins. Alors, on a développé des services au fil de 40 ans. Évidemment, il y a l'hébergement ici, puis il est bon de préciser que le coût est de 27 $ par nuitée, ce qui est très, très peu. Mais il y a plein d'activités d'accompagnement. Il y a de l'accompagnement psychologique ici.
Puis il y a de l'accompagnement par toutes sortes d'activités de ressourcement et autres. On a fait une expansion à l'hôtellerie une certaine année. On a comme créé un nouvel espace. C'est un agrandissement pour les activités de ressourcement, yoga, qigong, des activités d'art-thérapie et tout ça. Alors ça existe ici. Puis ces services-là sont disponibles pour pas juste les gens qui fréquentent l'hôtellerie, toute la population du voisinage. Mais on a des services qui touchent l'ensemble du territoire. L'accompagnement psychologique, on a des organismes, on a des bénévoles qui font de l'accompagnement psychologique. Un des services qu'on offre, dont on est très fiers, qu'on a lancé il y a quelques années, c'est la plateforme vers le mieux-être.tv, c'est l'adresse. Mais ce sont des conférences sur Internet qui sont accessibles dans tous les foyers qui ont un accès Internet, puis un portable ou un ordinateur. On est très heureux de ça parce qu'on est en mesure de répondre à des questions, des préoccupations, des soucis de personnes qui ne peuvent pas vraiment voyager ou s'éloigner de où ils demeurent. Alors aujourd'hui, que la personne soit en basse Côte-Nord ou n'importe où dans l'est du Québec, incidemment, on a des gens qui sont en Europe parce que c'est un besoin universel, ça. Alors, on a des conférences qui traitent de comment se nourrir en période de cancer, comment gérer son stress en période de cancer, pour les femmes qui ont le cancer du sein, les symptômes, à quoi ils doivent s'attendre. Des conférences qui répondent à des questions quand vous avez de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, quels sont les impacts? On prépare les gens. Puis ces conférences-là sont données par des spécialistes qui viennent de notre région. Ça, on est très fiers de ça. Puis incidemment, on a fait un partenariat avec la Fondation du cancer du Québec. C'est un autre organisme qui a des hôtelleries comme nous et donne à peu près les mêmes services, ou plusieurs services, dans le reste du Québec. Alors, eux sont clients de nos conférences. Alors, ce qu'on a développé, ce qu'on a bâti ici maintenant, dessert tout le Québec, dessert les personnes qui ont le cancer dans tout le Québec. Alors ça, c'est un service qui continue de se développer puis qui répond, qui est très fréquenté. Un autre service, dans l'est du Québec, on a 16 ou 17 cliniques. Dans toutes ces cliniques-là, on offre des services de massothérapie. Alors, la personne qui doit avoir de la chimio pendant des heures, c'est difficile, c'est pas très confortable. Alors, on lui offre des massages légers pour l'aider finalement à traverser le plus sereinement possible son traitement. Alors ça, on le fait dans presque tous les centres de l'est du Québec. Puis aux endroits où on ne le fait pas, il y en a quelques-uns. C'est parce qu'on n'est pas capable de trouver des massothérapeutes certifiés, parce que ça prend une certification, une formation spéciale, puis une certification pour masser en oncologie. Un autre service qui rejoint l'ensemble du territoire, les trousses réconfort. Chaque personne qui débute un traitement intraveineux ou un traitement de chimiothérapie dans tout le territoire, inclusivement Rimouski, on lui offre une trousse. On l'appelle la trousse réconfort parce qu'à l'intérieur de la trousse, il y a une couverte chaude. Les salles de chimio sont gardées froides intentionnellement pour éviter la propagation de microbes et autres, je pense. Puis, alors, dans la trousse, il y a une couverte chaude, confortable pour la personne. Il y a une gourde d'eau. Quand vous avez de la chimiothérapie, là, il se développe comme un goût métallique. Puis, alors, les gourdes d'eau permettent là, de se désaltérer puis de réconforter. Il y a des cartes, il y a des choses pour passer le temps. Puis, il y a des cartes qui sont faites par des jeunes enfants des écoles du coin. Alors, des cartes de bons souhaits. Puis ça, c'est terriblement émouvant. Je suis surpris que je suis capable de vous en parler parce que d'habitude, je viens trop ému. Mais c'est ça. Alors, souvent, ce sont des jeunes enfants qui ne sont pas capables d'écrire, ils sont juste capables d'étamper leurs mains sur la carte. Puis, alors, c'est une carte de bons souhaits. Puis moi, je me rappelle, la première carte qu'on a remise ici, c'était quelqu'un, un homme du coin d'Esprit Saint, Trinité-des-Monts. Puis j'oublierai jamais quand il a reçu sa carte, l'explosion d'émotions qu'il a eue, là. Mais c'est magique, ça, ces petites choses-là. Alors, la trousse réconfort,
contient ces choses-là, puis on remet une trousse à la grandeur à toutes les personnes qui débutent la chimio. Tous nos services touchent l'ensemble du territoire. On a une boutique ici à l'hôtellerie, la boutique chez Martine, pour les dames qui ont un cancer du sein, où alors ils ont la possibilité d'avoir une prothèse, puis des soins, des conseils aussi, par une dame qui a une approche extrêmement chaleureuse et confidentielle. Okay? Alors, c'est un service unique qu'on offre ici. Puis aussi, à la boutique, les dames peuvent avoir une prothèse capillaire, parce que souvent, tu perds tes cheveux. Alors, les dames peuvent avoir une prothèse capillaire, puis ils peuvent aussi avoir un bandeau ou un béret qui sont confectionnés par des bénévoles, entre autres les religieuses ici à Rimouski. Alors, notre personne là, qui est là à la boutique donne des conseils pour que la dame puisse bien paraître malgré sa maladie. Alors, c'est un service qu'on a. Puis, les gens peuvent commander leur prothèse capillaire à distance. C'est un service gratuit. Puis, on a aussi des boutiques. On a une boutique aux îles de la Madeleine. Bien, en fait, c'est une dame qui a sa boutique, qui offre le service. Puis, à Matane également. Alors, le service est décentralisé en partie, mais de toute façon, toute personne sur l'ensemble du territoire peut nous contacter ici, avoir des conseils et commander. Alors, ça, c'est un autre de nos services. Je parle d'accompagnement psychologique. On le sait, hein, quand une personne apprend qu'elle a le cancer, bien, c'est la personne et toute sa famille, son entourage qui sont en état de choc. Alors, nous, ici, on a une personne spécialisée pour donner un accompagnement directement en personne ou au téléphone. Puis on a des bénévoles sur l'ensemble du territoire. On a un groupe personnage à cette île qui donne un accompagnement puis crée plein d'activités pour aider les personnes à traverser la maladie là, à toutes les étapes. Alors, on a ce qu'on appelle les soins de dernier recours à domicile. C'est un service qui est destiné aux personnes qui sont en précarité financière. Alors, souvent, bien, la personne est comme isolée chez elle. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'accompagnement, elle a besoin de présence. Alors, nous, on fait affaire avec des organismes qui existent déjà. On les paye pour qu'ils envoient des ressources, comme exemple pour faire les repas, faire le nettoyage, pour tout simplement accompagner, donner du temps pour accompagner. Puis souvent, il y a un peu d'aide financière. Ces gens-là ont besoin d'aide financière, alors on les accompagne là-dedans aussi. Alors ça, c'est un service qu'on a commencé à développer sur une partie du territoire qu'on veut étendre. Alors, ce sont des services finalement qui répondent à des besoins profonds. Puis on est très, très fiers. Là. Puis on réussit à le faire grâce à notre permanence ici. On a une équipe de 40 personnes ici. Mais on a aussi 2300 bénévoles. C'est sûr que les 2300 bénévoles ne sont pas tous, ils ne nous aident pas uniquement au niveau des services, ils nous aident aussi beaucoup au niveau des activités de financement. Alors, à chaque année, nous, on a le défi, comme tous les organismes, on a un défi financier énorme parce que notre financement vient majoritairement, nous, des dons qu'on recueille à chaque année. Alors, c'est plus de 1,5 million qu'on doit recueillir annuellement. On doit mettre le compteur à zéro au début de chaque année. Et alors, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour nos activités de financement, les défis vélo, les campagnes porte-à-porte, les campagnes téléphoniques. Puis prochainement, notre loterie. Alors, notre loterie qu'on va lancer le 15 février avec tirage le 15 juin. Notre loterie est un des principaux événements pour aller chercher du financement. Alors, c'est 20 000 billets à 10 $ chaque à la grandeur du territoire. Alors, s'il y a des personnes du QRTB qui ont des idées pour nous aider à faire vendre nos billets dans ce magnifique territoire-là, on va les accueillir à bras ouverts. La friperie, ça, c'est une idée de M. Aubert Brazeau, qui malheureusement est décédé du cancer assez ironiquement après qu'il ait travaillé tellement fort là, pour la construction, l'avènement d'une hôtellerie ici. Là. Mais c'était une de ses idées et finalement, c'est une idée qui a pris forme.
Puis aujourd'hui, bien, la friperie, au fil du temps, nous a donné plus de 2 millions de dollars. C'est plus de 150 000 par année. Alors, la friperie recueille des dons de linge, maintenant de meubles, et les revend à la collectivité. Puis ce qu'ils ne peuvent pas vendre à la collectivité, bien, on les envoie dans des pays en voie de développement. Alors, ça nous aide pas juste, nous, la SEC, en termes de financement, mais au niveau de l'environnement, c'est très positif aussi. Alors, quand je vous dis que la SEC, c'est une grande famille, bien, c'est tout ce qui entoure nos services, notre financement. Puis notre clientèle qui vient pour avoir des soins fait partie de la famille aussi. Beaucoup de ces personnes-là qui viennent veulent nous aider de toutes sortes de façons. Après, même pendant leur traitement, les gens nous aident. Et puis, plusieurs nous aident après qu'ils ont obtenu la guérison. Alors, c'est une belle histoire. C'est un mouvement citoyen qui est remarquable. Merci pour ce que vous faites. Bien, merci à vous de nous donner la chance de l'exprimer puis de faire connaître cette belle histoire-là à notre belle communauté de l'Est du Québec. Puis je tiens à saluer toute la population du KRTB. On vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour votre association. Donc, si vous voulez encourager financièrement l'Association du cancer de l'Est du Québec, une seule adresse à retenir, asec.org. C'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on vous a présenté cette semaine. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions de sujets à nous proposer, tcbh.tv. Abonnez-vous et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une 2e dose de vaccin. Drax? Jill. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode.